Cette fille. Que vont dire les gens de moi? Comment mon nom tiendra-t-il? Rire et exclamation, tu m'as détruit. Crie, cette maison ne suffit plus. À partir d'aujourd'hui, tu vivras dans la hutte derrière cette maison avec tes filles. Elle était détestée pour avoir donné naissance à cette fille. Mais la fin, que personne n'attendait, a réduit tout un village au silence. Si tu étais chassé de la maison de ton mari pour avoir donné naissance à des filles, le bénirais-tu encore quand ses fils le détruiraient? Il y a bien longtemps, avant les routes goudronnées, avant le papier des hommes blancs, dans une communauté de terre rouge appelée Umaka, vivait une femme nommée Wangba. Wangba. Son nom signifiait qu'un enfant vaut plus que la richesse. Ironique, n'est-ce pas? Elle était mariée à Obiang Okorie, un homme d'une lignée puissante, un homme dont la caste de son père sentait encore le vin de palme et l'autorité. Tout le village parlait de leur mariage pendant des mois. Pas à cause de la richesse, pas à cause du pouvoir, mais à cause de l'amour. Un vrai amour. Le genre que les gens voyaient rarement, mais qu'ils souhaitaient toujours. Obiang était jeune, fort, confiant et respecté. Il marchait les épaules droites, parlait clairement et riait facilement. Wangba était tout ce que les gens disaient qu'une bonne épouse devait être, et bien plus. Elle était belle d'une manière discrète, pas du genre à attirer l'attention de façon tapageuse, mais du genre qui faisait que les gens la regardaient 2 fois sans savoir pourquoi. Quand Obiang l'avait ramenée chez lui comme épouse, les gens se tenaient le long des chemins, faisant semblant d'être occupés juste pour pouvoir les observer passer. Les femmes chuchotaient. Les hommes approuvaient d'un hochement de tête. Même les anciens souriaient. « Regarde comme il la regarde », disait quelqu'un. « Celui-là a vraiment épousé avec son cœur », répondait un autre. En tant que jeunes mariés, ils étaient inséparables. Ils allaient chercher de l'eau ensemble le matin. Ils travaillaient côte à côte dans les champs. Le soir, ils s'asseyaient près l'un de l'autre, parlant de tout et de rien. Parfois, Obiang la taquinait et Wangba riait en lui poussant légèrement l'épaule. Parfois, elle le grondait doucement pour son étourderie et il s'excusait sans discuter. Les gens remarquaient cela aussi. « Celui-là écoute sa femme », disait-il. L'amour l'a adouci. La nuit, quand la cour était silencieuse, il parlait de l'avenir. « Notre maison sera pleine », disait souvent Obiang. « Je veux beaucoup d'enfants, des fils qui porteront mon nom, des filles qui se marieront bien. » Wangba souriait et disait « Tant qu'ils arrivent en bonne santé. » Il planifiait où les enfants dormiraient. Il discutait joyeusement des noms. Il parlait comme si l'avenir était déjà réglé. Pendant longtemps, rien ne vint troubler ce bonheur. Quand Wangba tomba enceinte pour la première fois, Obiang fut ravi. Il le dit à tout le monde. Il se vantait ouvertement. Il envoya des cadeaux à ses parents. Il la suivait partout, s'assurant qu'elle se reposait, qu'elle mangeait. Le village attendait avec eux. Quand vint le moment de l'accouchement, ce fut long et douloureux. Wangba hurla jusqu'à épuisement. Les femmes l'entouraient, l'encourageant. Obiang arpentait l'extérieur, agité, priant en silence. Quand le bébé se mit enfin à pleurer, la sage-femme sourit et annonça « C'est une fille ». Il y eut une petite pause, juste une petite. Puis Obiang sourit et entra dans la pièce. Il porta l'enfant avec soin et dit « Elle est belle ». Cette nuit-là, il y eut de la nourriture et une célébration discrète. Rien de grandiose, mais rien de honteux non plus. Obiang serra sa femme et lui dit qu'elle avait bien fait. Pourtant, quelque chose avait changé, même si personne ne le dit à voix haute. Au fil des semaines, les gens commencèrent à parler. « Le prochain sera un garçon », disait-il avec assurance. Wangba le croyait aussi. Quand elle tomba enceinte une deuxième fois, l'excitation revint, bien que moins bruyante. Quand le bébé arriva et que ce fut encore une fille, la réaction fut différente cette fois-ci. Obiang sourit, mais son sourire ne dura pas. Pendant la cérémonie de nomination, quelqu'un plaisanta, au moins, la maison sera pleine de femmes. Les gens rirent. Obiang rit aussi. Wangba remarqua ce rire. Il semblait forcé. Après la deuxième naissance, Obiang changea de petite manière. Il l'aimait toujours, mais la douceur s'était estompée. Il devint plus silencieux.
Quand des parents le taquinaient, il ne la défendait plus aussi fermement qu'avant. Au moment où Wangba tomba enceinte pour la 3e fois, le village avait déjà commencé à compter contre elle. Quand le bébé arriva et que ce fut encore une fille, Obiang ne cachait plus sa déception. Il resta dehors, arpentant la hutte. Il ne prit pas immédiatement l'enfant dans ses bras. Plus tard cette nuit-là, il dit quelque chose qui resta gravé dans la mémoire de Wangba pour toujours, « Tu n'arranges pas les choses ». Elle lui demanda ce qu'il voulait dire. Il répondit, « Les autres femmes savent comment ces choses fonctionnent ». Ce fut à ce moment-là que la peur entra pour la première fois dans son cœur. Après la 3e naissance, l'amour commença à s'effriter. Il rentrait toujours à la maison, mais il ne partageait plus tout. Il dormait tourné vers le mur. Quand les gens se moquaient d'elle, il restait silencieux. Quand elle tomba enceinte pour la 4e fois, Obiang avait déjà pris sa décision. « Cette maison a besoin d'une autre femme », dit-il simplement. Wangba le supplia d'attendre. Avant qu'elle n'accouche, Obiang ramena une femme plus jeune à la maison. Elle s'appelait Odoma. Odoma était vive, confiante et avait la langue bien pendue. Elle salua Wangba avec respect, mais ses yeux parlaient plus fort que sa bouche. Quand Wangba donna naissance au 4e enfant et que ce fut encore une fille, Obiang réagit à peine. « Ça continue comme ça », dit-il. Quand Odoma tomba enceinte, elle s'assura que tout le monde le remarque. Elle marchait lentement, se plaignait bruyamment et exigeait de l'attention. Quand elle accoucha et que ce fut un garçon, la différence fut douloureuse, tambour, vin, célébration. Obiang dansa comme un homme renaît. Le garçon fut nommé Ikifuna. À partir de ce jour, Ikifuna ne manqua de rien. Ses souhaits étaient exaucés. Il était constamment félicité. Personne ne le corrigeait. Odoma commença à se moquer ouvertement. Certains ventres ne produisent que des fleurs, disait-elle. Wangba resta silencieuse. Elle continua à donner naissance. 5e enfant, une fille. 6e fille. 7e fille. À la 7e naissance, Obiang ne se donna plus la peine de cacher sa colère. « Tu m'as détruit », dit-il, sa voix basse mais lourde de ressentiment. « Cette fille, que vont dire les gens de moi? Comment mon nom tiendra-t-il » Wangba était encore affaiblie par l'accouchement. Elle serra le bébé contre sa poitrine et ne dit rien. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait prié. Elle avait espéré. Elle avait enduré les chuchotements, mais cette nuit-là, elle comprit que l'amour qui l'avait autrefois protégée avait disparu. Plus tard, quand la cour fut silencieuse et que les pleurs du bébé s'étaient apaisés en sommeil, Odoma commença ses propres plaintes. Elle ne cria pas. Elle n'argumenta pas. Elle parla calmement, soigneusement, comme quelqu'un plaçant des graines dans une terre préparée. « Obiang, dit-elle en ajustant son pagne autour de sa taille, cette maison devient trop petite pour moi et mon fils. Un enfant a besoin d'espace pour grandir. Tu le sais. Comment ton air peut-il être confortable quand tout est entassé ?» Obiang ne répondit pas immédiatement. Odoma continua, sa voix plus douce maintenant. « Il y a cette hutte derrière le composé. Elle est vide. Laisse Wangba et ses filles y rester. Ce sera mieux pour tout le monde. Ton fils mérite de l'espace. Il ne doit pas souffrir. » Elle le dit comme si c'était une simple suggestion, comme si elle résolvait un problème. Obiang resta assis en silence pendant longtemps. Il ne défendit pas Wangba. Il ne remettait pas en question l'équité. Il ne pensait qu'à sa fierté. Le lendemain matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, il appela Wangba dehors. Son visage était dur. « Toi et tes filles déménagerez dans les huttes derrière le composé, » dit-il froidement. « Cette maison ne suffit plus. » Wangba le regarda longuement, non pas avec colère, ni avec choc, mais avec compréhension. « Aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. « Aujourd'hui » répondit-il. Il n'y eut pas de discussion. Elle rassembla ses enfants et les emmena. Personne ne l'aida. Certains regardaient de loin. Odoma se tenait sur le seuil de la maison principale, tenant son fils, ne disant rien mais ne l'en empêchant pas non plus. La hutte derrière le composé n'avait pas été utilisée depuis des années. Son toit était triste. Les murs pendaient mollement.
Le sol était inégal et couvert de poussière et de négligence. Wangba entra la première. Puis elle fit entrer ses filles une par une. C'est ainsi que la femme qui avait autrefois été la fierté du village devint la femme de la hutte surpeuplée. Et à partir de ce matin-là, la maison fut divisée, non seulement par les murs, mais par des choix qui un jour reviendraient réclamer leur propriétaire. La vie dans la hutte abandonnée ne changea pas du jour au lendemain. C'est quelque chose que les gens comprennent souvent mal quand ils entendent des histoires comme celle-ci. La souffrance ne s'annonce rarement par le tonnerre. La plupart du temps, elle s'installe simplement et reste. La hutte où Obiang avait envoyé Wangba n'était pas faite pour les gens. C'était une vieille structure derrière le composé où l'on gardait les outils cassés. Le toit fuyait à plusieurs endroits. Quand il pleuvait, l'eau s'infilerait facilement. Le sol était froid, inégal et sentait la terre humide. La première nuit là-bas, les enfants pleurèrent, non pas parce qu'ils comprenaient ce qui s'était passé, mais parce que l'endroit leur semblait étrange. Wangba s'assit par terre avec eux, les serrant contre elle, essayant de les calmer. Elle ne pleura pas bruyamment. Elle ne maudit pas Obiang. Elle ne cria pas, ne supplia pas. Elle s'adapta simplement. Cela seul déconcerta les gens. Certains s'attendaient à ce qu'elle se batte. D'autres s'attendaient à ce qu'elle retourne chez ses parents. Mais Wangba resta. Elle se levait tôt chaque jour, nettoyait la hutte, allait chercher de l'eau, cuisinait les quelques aliments qu'elle avait et s'occupait de ses filles. De la maison principale, on pouvait encore entendre des rires. Les filles dormaient sur des nattes, bien nourries et bien habillées. Ils se levaient quand ils le voulaient. Ils jouaient toute la journée. Quand ils se conduisaient mal, les gens riaient et disaient « ce sont des garçons ». Odoma disait « les garçons sont têtus ». Wangba entendait tout. Elle ne disait rien. Ses filles, en revanche, apprirent rapidement que leur vie ne serait pas facile. Elles apprirent à aller chercher de l'auto avant que les autres n'arrivent. Elles apprirent à balayer discrètement. Elles apprirent à aider leur mère sans qu'on le leur demande. Elles apprirent aussi autre chose. Elles apprirent que personne ne viendrait les sauver. Quand la fille aînée fut assez grande pour suivre sa mère au champ, Wangba lui apprit à travailler correctement. Quand la deuxième apprit à cuisiner, on lui enseigna la patience. Chaque enfant se voyait confier des responsabilités selon son âge. Le soir, quand le travail était terminé, Wangba leur parlait. Pas avec des histoires de vengeance, pas avec des plaintes. Elle leur disait des choses simples. Vous devez apprendre, disait-elle. Vous devez écouter. Vous devez vous comporter avec bon sens et fierté. Elle leur rappelait souvent que le monde les observait, même quand ils faisaient semblant de ne pas s'en soucier. Pendant ce temps, dans la maison principale, la vie allait dans la direction opposée. Ikena, le premier fils, grandit en croyant que le monde existait pour lui plaire. S'il voulait quelque chose, il l'exigeait. S'il était réprimandé, il criait. S'il échouait à quelque chose, quelqu'un d'autre était blâmé. Quand les anciens se plaignaient, Obiang balayait cela d'un revers de main. C'est un garçon, disait-il. Il grandira. Mais la croissance ne vient pas de l'indulgence. Le deuxième fils suivait de près. Il observait son frère, le copiait, apprenant que le bruit attirait l'attention et que l'entêtement apportait des récompenses. Odoma l'encourageait. Ce sont des hommes, disait-elle. Les hommes n'acceptent pas les instructions comme les femmes. Ces mots restèrent dans la tête des garçons. Au fil des ans, la différence entre les enfants devint claire pour quiconque prêtait attention. Les filles de Wangba se levaient tôt et se couchaient tard. Elles travaillaient. Elles apprenaient. Elles respectaient les anciens. Elles évitaient les ennuis. Les filles, eux, erraient librement. Ils esquivaient leurs responsabilités. Ils se moquaient des gens plus âgés qu'eux. Quand on les avertissait, ils riaient. Obiang remarquait certaines de ces choses, mais la fierté l'aveuglait. Il croyait toujours avoir gagné. Quand des visiteurs venaient, il montrait ses fils avec fierté. Il parlait de lignée. Il ignorait la petite hutte derrière la grange. Mais les ennuis ont une façon de s'annoncer lentement. Le premier signe vint quand Igamea commença à refuser d'aller au champ. Il disait que c'était trop stressant. Il préférait s'asseoir avec des amis et discuter.
Quand Obian essaya de le corriger une fois, Ia lui cria dessus. Odama intervint. Ne crie pas sur mon fils, dit-elle. Il n'est pas un esclave. Obian céda. Ce fut le moment où l'autorité lui échappa des mains. Bientôt, des plaintes commencèrent à lui parvenir discrètement. Ikfuna était impoli. Ikuna se battait. Ia apprenait des choses qui ne lui appartenaient pas. Obian les défendait chaque fois. Il est jeune, disait-il. Les garçons seront toujours des garçons. Wangba entendait ces histoires de côté. Elle ne commentait pas. Elle se concentrait sur ses filles. Elle trouvait des moyens de les envoyer apprendre. Quand des missionnaires et des commerçants passaient par les communautés voisines, elle encourageait ses filles à écouter, à observer, à aider. Elle comprenait que le monde changeait, même lentement. Les filles absorbaient tout. En grandissant, les gens commencèrent à les remarquer. Elles sont bien élevées, dit quelqu'un un jour. Elles sont discrètes mais intelligentes, ajouta un autre. Les mêmes bouches qui les moquaient autrefois parlaient maintenant différemment. En même temps, les fils devenaient de plus en plus difficiles à contrôler. Ikuna commença à rentrer tard. Il revenait à la maison en sentant le vin de palme. Quand on l'interrogeait, il insultait quiconque lui parlait. Le deuxième fils le suivait de près. Odama les défendait toujours. Les hommes testent les limites, disait-elle. Mais Obian commença à se sentir mal à l'aise. Un soir, un ancien lui rendit visite discrètement. « Tes fils prennent une mauvaise direction, dit l'ancien. Corrige-les maintenant. » Obian hocha la tête mais ne fit rien. Ce fut son erreur. Le premier vrai problème survint quand Ikfuna fut surpris en train de voler un commerçant. L'affaire parvint aux anciens. Obian fut embarrassé, mais il paya une compensation et ramena son fils à la maison. Il le réprimanda faiblement. Ikfuna en rit. Après cela, les choses empirèrent. Les fils se lièrent à de mauvaises compagnies. Ils se battaient ouvertement. Il manquait de respect envers l'autorité. Il apportait la honte. Les gens arrêtèrent de féliciter Obian. Ils commencèrent à chuchoter. Pendant ce temps, les filles grandissaient et devenaient de jeunes femmes. Elles n'étaient ni bruyantes ni arrogantes. Mais elles étaient confiantes. Elles se comportaient avec dignité. Une à une, des opportunités se présentaient à elles. Certaines apprirent des métiers. D'autres apprirent à lire. Certaines se marièrent bien. Les gens se mirent à parler à nouveau, mais différemment cette fois. Ces filles sont différentes. Obian entendait ces commentaires. Il ne répondait pas. À l'intérieur, quelque chose changeait. Un soir, après un nouveau rapport sur la mauvaise conduite de son fils, Obian resta seul. Pour la première fois depuis des années, il pensa à Wangba, dans la hutte derrière la grange. Il se souvenait de leur rire d'autrefois. Cette nuit-là, il ne dormit pas bien. Mais la prise de conscience ne vient pas d'un coup. D'autres ennuis suivirent. Les fils furent impliqués dans des crimes graves. Les autorités vinrent les chercher. Le composé n'était plus paisible. La honte suivait Obian partout. En même temps, les nouvelles des succès des filles se répandirent. Les gens commencèrent à saluer Wangba avec respect à nouveau. Certains vinrent même lui demander conseil. Elle les recevait calmement. Elle ne se vantait jamais. Elle ne se moquait jamais. Mais elle n'oubliait pas. Quand Obian comprit vraiment que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard pour faire semblant du contraire. Les ennuis étaient devenus un visiteur régulier dans son composé. Plus de rumeurs, plus de chuchotements. De vrais ennuis. Des hommes venaient se plaindre. Les anciens convoquaient des réunions. Des inconnus posaient des questions qui lui serraient la poitrine. Ikfuna, le fils qu'il avait autrefois porté avec fierté, n'écoutait plus personne. Il restait dehors pendant des jours. Quand il rentrait, ses yeux étaient durs, ses paroles sans soin. Il avait appris à parler aux anciens de la même manière qu'il parlait à ses amis, sans crainte et sans respect. Le deuxième fils suivait le même chemin. Tout ce que faisait Ikfuna, il le faisait en pire. Ils se déplaçaient ensemble, parlaient ensemble, se battaient ensemble. Là où l'un apparaissait, les ennuis suivaient.
Doma les défendait toujours, mais même sa voix avait commencé à perdre de sa force. Ce sont juste des garçons, disait-elle. Mais son ton n'était plus confiant. Cela ressemblait à l'espoir essayant de survivre. Obiang commença à sentir le poids de la honte partout où il allait. Quand il entrait dans des rassemblements, les conversations ralentissaient. Quand il parlait, les gens écoutaient poliment, mais sans chaleur. Le respect qu'il commandait autrefois s'était aminci. Un soir, les anciens le convoquèrent. Ils ne crièrent pas. Ils ne l'insultèrent pas. Ce fut pire. Tes fils deviennent dangereux, dit le plus âgé. Si tu ne les retiens pas, la terre s'en chargera. Obiang hocha la tête. Il promit d'agir. Mais quand il affronta Ikfuna cette nuit-là, le garçon rit. Tu ne peux rien faire, dit-il. Tu n'as jamais pu. Cette phrase frappa Obiang plus fort que toute insulte. Pour la première fois, il réalisa la vérité. Il avait élevé des étrangers, pas des fils. Peu après, le pire arriva. Ikfuna et son frère furent impliqués dans un crime grave dans le village voisin. Cette fois, aucune compensation ne pouvait l'effacer. Les autorités vinrent. Des questions furent posées. Le composé fut fouillé. Les gens se rassemblèrent à distance, observant. Obiang resta impuissant tandis que ses fils étaient emmenés. Ce fut le jour où sa fierté se brisa. Il ne pleura pas en public. Il resta immobile, engourdi. Quand la foule se dispersa, il retourna dans son composé et resta seul. Ce fut à ce moment-là qu'il se souvint de la hutte abandonnée derrière la grange. Il n'y était pas allé depuis des années. Quand il s'en approcha, ses pieds lui parurent lourds. La hutte avait changé, elle était plus propre, réparée. Une légère fumée s'élevait derrière elle. Wangba était là, assise calmement. Ses cheveux avaient maintenant des mèches grises. Son visage portait les marques de l'expérience, mais ses yeux étaient stables. Elle leva les yeux et le vit. Elle ne se précipita pas pour le saluer. Elle ne s'agenouilla pas. Elle ne sourit pas. Elle attendit. Obiang resta là, ne sachant que dire. Je suis venu, dit-il enfin, pour parler. Wangba hocha la tête. Assieds-toi. Cela seul l'humilia. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Puis Obiang parla. J'avais tort, dit-il doucement. Wangba ne répondit pas immédiatement. Je t'ai chassé, continua-t-il. Je t'ai blâmé pour des choses que tu ne pouvais pas contrôler. J'ai écouté les gens au lieu de la raison. Toujours, elle ne dit rien. Il avala sa salive avec difficulté. Mes fils m'ont détruit. Ce fut à ce moment-là que Wangba parla. Non, dit-elle calmement. Tu t'es détruit toi-même. Sa voix n'était pas en colère. Elle était ferme. Tu as choisi ce que tu arrosais, continua-t-elle. Tu as ignoré ce qui avait besoin de soins. Obiang baissa la tête. Je veux réparer les choses, dit-il. Reviens dans la maison principale. Wangba le regarda attentivement. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Il ne put répondre. Ce silence répondit pour lui. Avec le temps, le village observa les changements. Les filles restèrent déshonorées. Leur nom portait la honte. Les filles, en revanche, s'élevaient régulièrement. Elles se marièrent bien. Elles construisirent des vies. Elles soutinrent leur mère. Les gens qui s'étaient moqués de Wangba la félicitaient maintenant. Tu les as bien élevées, disait-il. Elle acceptait leurs mots calmement. Obiang vécut le reste de sa vie avec des regrets. Il n'était plus cruel, mais la gentillesse n'effaçait pas le passé. Wangba ne chercha pas vengeance. Elle ne se vanta pas. Elle vécut simplement avec dignité. Et cela, plus que tout, devint son châtiment, car chaque fois qu'il voyait ses filles réussir, il se souvenait de ce qu'il avait rejeté. C'est ainsi que se termine l'histoire, non pas par une célébration, mais par une vérité. Laissez cette histoire vous habiter un moment. Un enfant n'est pas une erreur à cause de son genre. Un enfant n'est pas un échec à cause de la tradition. Un enfant est une bénédiction dès que le souffle entre dans son corps. Ce n'est jamais les filles qui ont détruit la maison d'Obiang.
C'était l'orgueil. C'était la comparaison. C'était écouter les gens au lieu de la sagesse. Les enfants deviennent ce qu'on leur enseigne, pas ce qu'on leur dit. Ils grandissent en fonction de ce qu'on leur inculque, pas de ce que la société attend d'eux. Quand on aime de manière conditionnelle, on élève du ressentiment. Quand on gâte sans corriger, on élève la destruction. Mais quand on élève un enfant avec discipline, valeur et patience, on élève un avenir. Le genre ne décide pas du destin. Le caractère, oui. Et parfois, la bénédiction que vous rejetez est celle qui vous aurait sauvé. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que chaque enfant compte.